Les révolutions du monde arabe ont suscité d'immenses espoirs. Au nom de la justice sociale et de la liberté, les peuples de Tunisie, d'Égypte, de Libye chassaient leurs dictateurs. Dans les rues, sur les places des printemps arabes, des femmes, des jeunes diplômés, des citadins, des jeunes des campagnes ou des usines appelaient la démocratie. Le temps était à la liesse, mais à la guerre aussi. Les révolutionnaires filmaient les manifestations comme les émeutes ou les assauts avec leurs téléphones portables et postaient les vidéos sur Internet. Le monde suivait, fasciné, le réveil de ces peuples, ces révolutions 2.0. 2 ans après, le temps de l'espoir semble loin. Dans tous les pays, le chaos s'est installé. Que sont devenus les rêves de liberté, de démocratie, de justice sociale? Que reste-t-il des slogans des printemps arabes de 2011? L'idéal révolutionnaire a-t-il été trahi? Les révolutions arabes ont commencé le 17 décembre 2010 en Tunisie, quand un vendeur ambulant s'est immolé par le feu devant le bureau du gouverneur de la petite ville de Sidi Bouzid. Il venait, comme tous les matins, de remplir sa charrette des fruits et légumes qu'il venait vendre à la sauvette. Le seul métier qu'il avait trouvé pour survivre, comme beaucoup de jeunes de cette province rurale du centre de la Tunisie. Par son geste, par son désespoir, il a incarné la crise du monde rural, la honte de tous ces jeunes de vivre dans la misère, sans avenir. Son geste désespéré est l'étincelle des printemps arabes. Elle allumera la révolte, les premières manifestations, que rien ne pourra arrêter. La vague de protestation née à Sidi Bouzid est reprise par les villes ouvrières puis gagne Tunis en quelques jours. Ce sont des jeunes d'abord, qui n'appartiennent ni à des partis, ni à des organisations syndicales, mais qui comprennent la détresse de Bouazizi. Ils sont vite soutenus par les avocats, puis par tout le peuple. Dans la rue, les Tunisiens, grisés par leur nombre, découvrent la puissance de la foule en colère. Dans ce petit pays du Maghreb, la dictature était insupportable. Le président Ben Ali asservissait son peuple et détournait les milliards depuis 24 ans. Qu'il dégage, merde, qu'il dégage! La répression de la police va faire 338 morts et plus de 2000 blessés. Après 4 semaines de manifestations, de sit-in, de décembre 2010 à janvier 2011, les Tunisiens réussissent l'impensable. Ils chassent un dictateur. Ben Ali s'enfuit le 14 janvier 2011 en Arabie Saoudite, 1 mois après les premières manifestations. Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant, n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort en pleine révolution et n'a jamais connu la portée de son acte.
Le 25 janvier 2011, 10 jours après la chute de Ben Ali, le peuple égyptien, désespéré par la crise économique, le chômage et la corruption, va marcher vers la place Tahrir, la place de la libération. La révolution égyptienne suit la révolte tunisienne, mais elle est plus violente, plus inventive. Elle sera la révolution d'un pays de 90 millions d'habitants qui vont chasser leur dictateur, Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 40 ans. Les jeunes qui symbolisent la révolution égyptienne appartiennent à la classe moyenne éduquée. Le monde occidental se reconnaît en eux, dans leur langage et dans leurs idéaux. Parmi eux, certains vont devenir les premiers martyrs de la révolution. Leur mort va souder le peuple égyptien contre le régime. Lorsque les médicaments venaient à manquer à la mosquée, nous en empruntions à l'église qui se trouve à 200 mètres d'ici, et inversement. Les musulmans avaient accès à l'église pour y recevoir les premiers soins. Et cela fait partie des plus beaux cadeaux que la révolution nous ait offerts. La fusion du peuple égyptien, toute communauté confondue. Nous étions une seule et même équipe. Leurs docteurs venaient travailler dans notre hôpital et les nôtres allaient chez eux. On se passait des médicaments et de l'équipement, tout ce dont on avait besoin. Ce qui nous a surpris, c'est qu'une fois soignés, ils retournaient se battre. Et ensuite, ils revenaient, à nouveau blessés. On les suppliait de rentrer chez eux. Vous êtes vraiment en danger. Au nom de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-nous. Nous avons été très touchés par l'état d'esprit de ces jeunes gens. C'était des moments incroyables. Dans cette Égypte qui vit sous état d'urgence depuis 30 ans, la peur a disparu. Les jeunes de Tahrir campent sur la place et s'organisent un monde de liberté qu'ils n'avaient jamais connu. Cette jeunesse égyptienne rêve de démocratie sans pour autant penser au lendemain politique. Moubarak doit partir, c'est tout. Le clip Sout al-Houria, la voix de la liberté, devient l'hymne de la révolution. لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي La place Tahrir symbolise la révolution, pourtant elle ne la représente pas. Les jeunes militants urbains et diplômés de la révolution 2.0 n'ont rien à voir avec l'Égypte profonde, qui veut bien se débarrasser de Moubarak, mais cherche surtout à gagner sa vie. Le dictateur va chercher à gagner du temps. Il mise sur le réveil de l'Égypte profonde. C'est à elle qu'il va s'adresser et promettre de nouvelles élections. Ma première responsabilité aujourd'hui, c'est de rétablir la sécurité et la stabilité du pays.
pour effectuer une transition pacifique dans un climat favorable à la protection de l'Égypte et des Égyptiens. Nous transmettrons les responsabilités à celui qui sera choisi par le peuple au moment des prochaines élections. Moubarak refuse de considérer les millions de manifestants qui demandent son départ. Il veut diviser le peuple et demande aux chameliers qui promènent les touristes autour des pyramides de foncer sur Tahrir pour faire place nette. Les chameliers, ruinés par la révolution qui a fait fuir les touristes, lancent l'assaut. Les manifestants surpris ripostent. L'Égypte révolutionnaire s'impose dans ces batailles face à d'autres Égyptiens miséreux payés par le pouvoir. La révolution est en marche. Elle n'a jamais été aussi forte. En 2 semaines, la violence fait plus de 800 morts. Malgré ces victimes, les jeunes de Tahrir refusent de lâcher prise. Devant la détermination de la masse, le dictateur plie enfin. Le 11 février 2011, le vice-président annonce la démission d'Hosni Moubarak. Mes chers concitoyens, dans les circonstances difficiles que traverse notre pays, le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé de renoncer à sa fonction de président de la République. Il a confié au Conseil supérieur des forces armées la direction des affaires du pays. Qu'Allah soit avec notre pays et lui vienne en aide. La place Tahrir a gagné. Les Égyptiens sont libres. Ils ont chassé leur dictateur en seulement 18 jours. L'armée dirige maintenant le pays en attendant les prochaines élections. Entre alors en scène une organisation islamiste, la confrérie des frères musulmans. Opposant historique à tous les pouvoirs égyptiens depuis les années 20, ils militent pour l'application de la charia et vont tout faire pour prendre le pouvoir. Sept jours seulement après la chute de Moubarak, leur mentor, le cheikh Youssef El-Kardawi, venu du Qatar, transforme la place Tahrir en une immense mosquée. Le prédicateur vient récupérer la révolution au profit de la confrérie. Sur Al Jazeera, l'image d'une place Tahrir religieuse chasse celle de la place symbole de la liberté et de l'appel à la démocratie. La chaîne qatari diffuse cet événement dans tous les foyers du monde arabe. Du Maghreb à la péninsule arabique, Al Jazeera orchestre dès le lendemain de la chute de Moubarak la récupération de la révolution par les frères musulmans. أيام مصر كنت باستمرار في
Pendant la révolution égyptienne, j'étais tout le temps dans les locaux d'Al Jazeera pour présenter différentes émissions. Car la révolution doit être continuellement encouragée. Et les gens avaient besoin d'écouter mes paroles. Les frères m'ont dit, « Vos déclarations nous ont donné du courage et nous ont protégés. Elles nous ont réconfortés dans notre combat. Nous, sur la place Tahrir et partout ailleurs, ces révolutions, nous les faisons. Quand notre ardeur faiblit, à chaque fois vous reprenez la parole. Et des gens venus de partout nous rejoignent. » En Égypte, la lutte pour le pouvoir va commencer. Quatre jours après la démission d'Hosni Moubarak, la Libye est le troisième pays touché par la vague des printemps arabes. Sur cet immense territoire producteur de pétrole, 10 fois moins peuplé que l'Égypte, la révolution commence le 15 février 2011, ici, dans la ville de Benghazi, à l'est du pays, sur cette place baptisée, elle aussi, la place Tahrir. Pendant 40 ans, Mouammar Kadhafi a terrorisé la population, multiplié les pendaisons, gaspiller l'argent du pétrole dans d'improbables aventures militaires et financer le terrorisme dans le monde entier. En Libye, à la différence de la Tunisie et de l'Égypte, la révolution va tourner à la guerre et va durer 8 mois. Tout a commencé à Benghazi par le geste fou d'un homme descendu seul dans la rue pour demander la chute de Kadhafi. Le courage inouï de ce premier manifestant est l'étincelle qui va lancer la révolution libyenne. Mohamed Najem, un habitant de Benghazi qui a participé à la révolution, était dans la rue à ce moment-là. C'était une personne d'une quarantaine d'années, petit de cœur, tout mince, et c'est là qu'il a dit « Ash-Sha'b yurid isqat al-nizam ». C'est là que quand s'est tous unis avec cette personne et qu'on a commencé à hurler, le peuple veut faire tomber le régime. Les premiers manifestants marchent jusqu'au quartier général de Kadhafi à Benghazi. Les soldats répondent à ce rassemblement pacifique par des tirs à la mitrailleuse lourde. Un des jeunes filme la scène comme il le peut, dans la panique. Il y a des jeunes qui ont enlevé leur chemise et qui ont enlevé leurs pantalons et ils ont sauté dedans dans la caserne juste pour montrer qu'on n'est pas armé, qu'on est ici silmi, c'est-à-dire on est venu faire une révolution. Nous, on a voulu une révolution, mais eux, ils ont voulu une guerre. Donc ils ont eu la guerre. Le lendemain, les jeunes retournent devant la caserne. Ils se sont armés dans la nuit de cocktails Molotov, de pierres et d'explosifs. Ils vont réussir l'impensable, prendre d'assaut la caserne Al-Fadil, un des lieux de terreur dans lesquels Kadhafi faisait torturer et exécuter ses opposants. Si c'est une conspiration intérieure ou extérieure, nous allons l'écraser. Si c'est un complot militaire, nous allons l'éliminer. Nous allons le détruire avec l'aide du peuple libyen et des tribus libyennes qui vont s'unir pour un seul combat, la libération de chaque parcelle du pays.
Kadhafi envoie ses chars écraser la ville rebelle. Il menace son peuple, mais il est isolé sur la scène internationale. Un mois après le début de la révolution, l'ONU autorise le recours à la force pour protéger les civils libyens. Londres et Paris envoient des avions de chasse détruire les blindés qui menacent Benghazi. Ces bombardements, au nom du droit d'ingérence pour sauver la population libyenne, sont aussi une occasion inespérée pour l'Occident de se débarrasser enfin de Kadhafi, l'incontrôlable. Sur Al Jazeera, qui a pris fait et cause pour la révolution, le cheikh Youssef El-Kardawi va galvaniser les Libyens. Le prédicateur qui avait fait prier la place Tahrir au Caire prononce une fatwa contre Kadhafi. معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. Cet homme veut anéantir le peuple. Et moi, je suis celui qui protège le peuple. J'appelle par cette fatwa tous ceux qui peuvent le faire à lui tirer dessus et à débarrasser la Libye et son noble peuple de cet individu scélérat et dangereux. La fatwa du cheikh Kardawi donne le signal de la traque de Kadhafi. Son assassinat est maintenant légal au nom de Dieu. Les rebelles ont reçu des armes du Qatar et se sont équipés en pillant les armureries du régime. La chasse à l'homme commence. Les combattants de la Révolution, malgré quelques défaites, vont faire tomber une à une les villes libyennes soustraites au contrôle de Kadhafi. Les combats sont acharnés, frontaux. Il faut vaincre ou mourir. Une grande majorité des jeunes s'engage et apprend sur le terrain à manier des armes de toutes sortes. Mais Kadhafi ne cède pas. Depuis la capitale, Tripoli, il exécute ses opposants et envoie toujours ses chars contre son peuple. Il lance une vague d'arrestations parmi les internautes qui soutiennent le soulèvement. On peut être arrêté pour un tweet ou un appel relayé sur Facebook. Mohamed Ben Lamine, peintre et sculpteur de Misrata, est emprisonné avec son frère, un blogueur opposant du régime placé sous écoute téléphonique. Ils avaient un épais dossier où tous nos textos et nos conversations téléphoniques étaient regroupés et imprimés. Ils nous emmenaient pour des interrogatoires pendant lesquels ils nous torturaient ou nous menaçaient avec des armes. Certains d'entre nous sont morts sous la torture et d'autres à cause du manque de soins médicaux. Ils étaient sur les nerfs parce que jour après jour, ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de perdre la guerre. Ils devenaient furieux et ils se défoulaient sur nous, les prisonniers d'Abu Slim. Mohamed Ben Lamine est enfermé dans la prison d'Abu Slim à Tripoli. Entre ses murs, en 1996, plus de 1200 prisonniers islamistes pour la plupart avaient été massacrés par les forces spéciales de Kadhafi. Dans cet univers qui symbolise l'horreur du régime, pour ne pas devenir fou, pour tenir, Ben Lamine dessine sur les murs de la cellule dans laquelle il restera 4 mois jusqu'à la fin de la guerre. L'étau se resserre autour de Kadhafi. Après 6 mois de combat, fin août 2011, les brigades des révolutionnaires venus de toutes les villes libérées se coordonnent et lancent l'assaut final sur Tripoli. Ils sont rejoints par une troupe de 600 Libyens rentrés d'exil pour l'ultime combat. Le dictateur vit réfugié dans son palais dévasté par les missiles.
Dans un dernier discours, il fulmine contre le Qatar et Al Jazeera, faisant appel en vain à l'unité arabe dont il avait été le champion adulé autrefois, sans comprendre que la révolution, aujourd'hui, se fait contre lui. Ces chaînes de télévision arabes sont notre plus grand ennemi. Elles vous encouragent à détruire les puits de pétrole, à détruire la liberté, à anéantir le pouvoir du peuple, à détruire la Libye. Mais la Libye est une forteresse mondiale. Est-ce que vous avez un problème avec moi? Merci à nos frères du Qatar. Est-ce que c'est ça le sang et la fraternité qui nous lient? Au lieu d'être de notre côté, vous êtes contre nous. Mais l'heure de l'action a sonné. En avant, marche. L'heure de la victoire a sonné. Pas de reculade. Révolution! Fin août, Tripoli tombe enfin aux mains des insurgés, mais Kadhafi a déjà fui. Les rebelles pillent son palais de Bab Azizia, un bunker immense où le dictateur vivait entouré de son harem. Il s'est réfugié entouré des membres de sa tribu et de ses mercenaires dans sa ville natale de Sirte pour l'ultime bataille. Encerclé dans sa ville détruite, Kadhafi va encore une fois essayer de sauver sa peau. Il va fuir avec son escorte dans un convoi de 4x4 rempli d'armes. Son évasion est arrêtée net par une frappe de l'OTAN. Celui qui avait traité les révolutionnaires de rats est capturé caché dans un égout. Lynché par la foule, Kadhafi a une mort abjecte, à la mesure de l'horreur qu'il inspirait. Sans doute une manière d'exorciser la terreur superstitieuse qu'il exerçait tant qu'il était vivant. La révolution libyenne a duré 8 mois et aurait fait 25 000 morts. الله أكبر كتيبة عمرو العاص لواء عمرو العاص كتيبة أسود السنة تحطيم. Le 18 mars 2011, 3 mois après la Tunisie, la Syrie est le 4e grand pays arabe à s'embraser. Les Syriens descendent dans la rue pour la liberté, pour s'inscrire à leur tour dans ce printemps arabe plein de promesses, pour demander la démocratie, dans un pays où la famille El-Assad est au pouvoir depuis 40 ans. Les forces de sécurité tirent sur la foule, faisant des centaines de morts, arrêtent et torturent des milliers de manifestants. En un mois, le mouvement s'étend à tout le pays. Sa répression est terrible. Le pouvoir multiplie les massacres.
Voilà, c'était notre maison, qui était aussi la maison de mon frère. Ils ont brûlé la maison de mon frère parce qu'il a soutenu la révolution, parce qu'il a réclamé la liberté. On ne peut même plus dormir dans nos lits. Jusqu'aux tapis sur lesquels on s'asseyait, tout a été brûlé. 4 mois après les premières manifestations, un groupe d'officiers déserte et crée l'armée syrienne libre pour protéger la population. Elle recrute des volontaires pour combattre. Quelques commerçants, professeurs, étudiants ou paysans qui vont se battre comme ils le pourront face aux tueurs professionnels du régime. Une armée de briques et de brocs. On a vendu tout l'or de nos femmes pour acheter ces armes. Et on y a mis toutes nos économies. Les autres armes viennent de prises de guerre de l'armée syrienne libre. J'ai quitté l'université et j'ai rejoint l'armée libre dans mon village, la brigade des hommes libres de Kerbet al-Joz. Si Allah le veut, soit nous vaincrons, soit nous tomberons en martyrs. Nous nous battrons dans la voie d'Allah jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Malgré leur détermination et leur courage, les soldats de la première heure de l'armée syrienne libre ne parviendront pas à faire tomber Bachar el-Assad. Le peuple syrien va devenir l'otage d'un conflit régional qui le dépasse, dans lequel vont s'affronter les 2 grands courants de l'islam, les sunnites majoritaires et les chiites iraniens, qui vont venir combattre aux côtés de Bachar el-Assad. L'Union mondiale des savants musulmans a déclaré qu'il devait y avoir un soulèvement contre Bachar el-Assad. Il doit être arrêté et tué. Le cheikh Youssef el-Qardawi intervient comme il l'avait fait en Égypte et en Libye. En direct sur Al Jazeera, dans son émission La Charia et la vie, il appelle à nouveau à l'élimination du dictateur. Une façon d'installer dans chaque pays, dès le début des révolutions, les frères musulmans au cœur de la conquête du pouvoir. Leur sponsor est le Qatar. Le cheikh Qardawi, chef spirituel des frères musulmans, joue un rôle fondamental dans l'alliance de la confrérie avec le Qatar. Égyptien naturalisé qatari, il vit à Doha, où l'émir a mis à sa disposition la chaîne de télévision Al Jazeera, devenue sa tribune médiatique. Le Qatar joue un rôle central dans ces révolutions. Il est rapidement devenu le porte-drapeau de toutes les révolutions, que ce soit en Égypte, en Libye, au Yémen. Il leur a offert de l'argent, des hommes, les médias. Il leur a offert tout ce dont elles avaient besoin sur le plan politique. L'émir du Qatar s'est senti menacé par les révolutions. La peur de les voir se propager aux monarchies du Golfe Persique. Plutôt que de les combattre, il a choisi de les contrôler et a financé les frères musulmans comme il achète des équipes de football. Le Qatar se retrouve dans leur idéologie religieuse et conservatrice. Il voit en eux le meilleur moyen d'établir sur le nouveau monde arabe une domination politique qui serait enfin à la hauteur de sa puissance financière. En Égypte, les frères musulmans vont mettre plus d'1 an à conquérir le pouvoir. Les révolutionnaires, eux, ont quitté la place. Les jeunes activistes se sont dispersés, incapables de s'organiser dans la lutte politique. Depuis le départ de Moubarak, les forces armées dirigent le pays. Les frères musulmans apparaissent comme la seule force alternative. La confrérie est une organisation disciplinée et structurée par des années de clandestinité. Elle offre depuis des années à la population démunie des services sociaux, des dispensaires médicaux, des écoles. Pour de nombreux Égyptiens, elle remplace depuis longtemps déjà un État défaillant et corrompu.
Gamal El-Ritani est un des plus grands écrivains égyptiens, souvent menacé de mort par les islamistes les plus radicaux, dont il dénonce la violence et le terrorisme. Les frères musulmans n'avaient au départ aucun rapport avec la révolution. Bien au contraire, pendant les 4 premiers jours, on ne les a pas vus sur la place Tahrir. Il n'y avait que quelques jeunes frères musulmans, venus à titre individuel, qui s'étaient rebellés contre leur hiérarchie. Les frères ne sont sortis de leur réserve que lorsqu'ils ont compris que la vague était suffisamment puissante et qu'elle pourrait leur permettre de réaliser leur projet. En novembre 2011, quelques Égyptiens s'installent à nouveau place Tahrir à la veille des élections législatives, pour réclamer au pouvoir un scrutin transparent. Pour les militaires qui dirigent le pays, l'ordre doit régner et le temps n'est plus aux manifestations. 5000 policiers et militaires des forces anti-émeutes attaquent un campement de 200 personnes place Tahrir. Ulcérés par cette agression, les jeunes redescendent dans la rue. C'est la bataille de l'avenue Mohamed Mahmoud. Elle durera 5 jours et fera 58 morts. D'autres violences vont suivre. Sur les murs du Caire, le soutien-gorge bleu de la jeune manifestante bastonnée va devenir le symbole de la déchéance de l'armée. Le général Ahmed Shafik, dernier premier ministre de Moubarak et candidat de l'armée aux futures élections présidentielles, ne s'en relèvera pas. Les frères musulmans s'imposent en alternative crédible. Ils remportent même les élections législatives. La confrérie, infiltrée dans tous les échelons de la société, va pousser son candidat, Mohamed Morsi, vers la présidence de la République. Je soutiens le docteur Mohamed Morsi. Il a une excellente interprétation de l'islam et il le gère parfaitement. Je ne vois aucune raison pour que quiconque ait peur de l'islam. En juin 2012, les Égyptiens votent pour le second tour des élections présidentielles. Dans la province du Fayoum, à 100 km au sud du Caire, bastion des frères musulmans, les électeurs se sont mobilisés. J'ai voté pour la personne qui garantira un État laïque, parce qu'on a besoin d'entrée d'argent pour le pays, de tourisme, de commerce. Une personne qui développera notre pays. Il nous faut un État laïque. Vous avez bien compris pour qui j'ai voté. Le docteur Morsi est un homme bien et nous espérons qu'il pourra nous aider. Et nous le surveillerons. Et à la première erreur, nous lui dirons « Non, ça suffit, vous devez changer votre équipe ». Enfin, on espère. Tu dois bien préciser qu'il s'agit de ton avis personnel. Attends, tu n'intègres pas la politique dans la religion, compris? Tu restes dans la politique. Soit tu parles de politique, soit tu es en dehors. C'est bon, j'exprime mon opinion. Il exprime l'opinion d'un seul individu, c'est clair? La plupart des gens sont d'accord avec moi. Les autres là ont un point de vue différent car ils appartiennent à l'ancien régime. Ils veulent que l'ancien régime reste au pouvoir. Ce sont des profiteurs. Ils ont suffisamment volé et on veut que ça cesse. Et Morsi va gagner, c'est sûr.
Dès le soir du second tour, les frères musulmans revendiquent la victoire. Ils envoient leurs partisans occuper la place Tahrir par peur d'un coup d'État militaire. La place, symbole de la révolution, est maintenant remplie d'hommes barbus et de femmes voilées. Gloire à Allah, le sang des martyrs n'a pas coulé en vain. Je dis au docteur Morsi, vous êtes maintenant le seul protecteur de chacun de nous sur le sol égyptien, du musulman et du non-musulman. Nous allons montrer au monde entier comment, quand l'islam gouverne, il gouverne par la justice, il gouverne par la liberté et il gouverne par la justice sociale. Ils sont même rejoints par quelques jeunes d'extrême gauche qui ont voté Morsi par haine du général Shafik. On est sur la place Tahrir aujourd'hui pour qu'on se souvienne de la ferveur révolutionnaire contre Shafik, pour fêter la chute de l'ancien régime, de la dictature permanente, de la bureaucratie. Parce que pour la première fois depuis 7000 ans, nous avons un président élu grâce à la légitimité révolutionnaire. Le peuple a voté en majorité pour les frères musulmans, qui ont été des prédateurs de la révolution. Ils ont réussi, car les jeunes rebelles n'étaient pas organisés. Les jeunes de Facebook qui ont lancé la révolution se sont ensuite divisés en de nombreux groupes. Certains d'entre eux sont devenus des stars de talk-shows télévisés. D'autres sont rentrés au Parlement comme députés. Et aujourd'hui, ils sont dispersés. Le candidat Les Frères musulmans n'a gagné qu'avec 51,7% des voix. L'Égypte reste donc un pays profondément divisé, dont le peuple n'hésite plus à descendre dans la rue. Face à la crise économique, au chômage, les frères vont devoir prouver que leur islam est la solution. En juillet 2012, un mois après les Égyptiens, les Libyens votent à leur tour. Après 8 mois de guerre, la reconstruction est un immense défi dans un pays où Kadhafi avait détruit toutes les institutions. Politiquement, après 40 années de dictature, comment reconstruire un pays en quelques mois? Pour aider à marcher vers la démocratie que la Libye n'a jamais connue, l'ONU a fourni du matériel électoral en kit. Avec ses isoloirs en carton et ses urnes de plastique, les Libyens vont élire leur première Assemblée nationale. Le soir des élections, sur la place verte de Tripoli, c'est la fête dans un pays où aucun habitant en âge de voter n'avait jamais pu choisir lui-même librement ses représentants. Les dirigeants des puissantes tribus, celles de Zintan dans la montagne de l'Ouest, comme celles des montagnes de l'Est près de Benghazi, s'estiment exclus du processus alors qu'ils ont lancé la révolution. Ils ne font qu'une confiance limitée aux nouveaux élus de Tripoli, chacun cherchant à jouer le plus grand rôle dans la Libye nouvelle et se méfiant des autres. La Libye est une société avant d'être une organisation politique. Et il faut maintenant que cette société se mette au service de l'État. Notre réalité sociale se heurte au concept même de la démocratie. Elle ne peut pas s'appliquer aux sociétés arabes, parce qu'elle a été conçue pour des sociétés civiles occidentales libérales.
Pour nous, les idéologies libérales sont très difficiles à accepter. Elles sont appréciées par les jeunes, mais nous n'en voulons pas. Et il va y avoir un affrontement entre le libéralisme et la politique. Voilà ce qui nous menace, car nous ne sommes pas des démocrates. Nous n'avons jamais vécu dans une atmosphère démocratique. Aujourd'hui, en Libye, le pays est ingouvernable. Une coalition d'une cinquantaine de partis politiques a remporté les élections sans réussir à former une majorité. L'argent du pétrole suscite toutes les convoitises. Chaque région productrice veut en contrôler les revenus. Il n'y a plus d'armée ni de police. La réalité du pouvoir est détenue par les tribus, mais aussi, depuis la guerre, par les milices. Certaines sont affiliées à Al-Qaïda. Elles ont récupéré d'énormes stocks d'armes et refusent de se soumettre à l'autorité de l'État. En Tunisie ont été organisées le 23 octobre 2011 les premières élections qui faisaient suite au printemps arabe. Dans ce pays, la laïcité reste profondément ancrée dans la classe moyenne des grandes villes. Le parti Ennahda, issu des frères musulmans, est arrivé en tête, mais sans avoir la majorité. Les frères ont bénéficié, comme en Égypte, du prestige de la répression dont ils ont été victimes sous la dictature. C'est la victoire d'un parti discipliné face à l'éparpillement des partis laïques. À Sidi Bouzid, la petite ville où l'immolation de Mohamed Bouazizi a donné le départ des printemps arabes, la situation sociale n'a pas fondamentalement changé depuis que le parti Ennahda dirige le pays. Le chômage n'a fait qu'augmenter. On a statufié la charrette du marchand ambulant sur la place du gouvernorat, là où il s'est immolé, mais l'esprit de la révolution est loin. Les habitants de Sidi Bouzid trouvent que leur région reste marginalisée, et ce depuis des années. Nos infrastructures sont les pires et les plus vétustes de toute la République. Le taux de pauvreté y est toujours particulièrement élevé, ainsi que le taux de chômage. Tous les jeunes sont touchés. Et le nombre de jeunes diplômés chômeurs augmente tous les ans de plus de 5 000. Dans ce berceau des printemps arabes, les associations de diplômés chômeurs rassemblent les jeunes universitaires qui ne trouvent pas de travail. Souvent engagées à l'extrême gauche, ce sont elles, avec les syndicalistes locaux, qui ont transformé l'immolation spectaculaire de Bouazizi en un mouvement de révolution. Aujourd'hui, ces révolutionnaires de la première heure se sentent trahis et restent mobilisés contre le pouvoir. Avant, nous pouvions espérer un salaire de 5 000 ou 10 000 dinars, ce qui nous assurait un minimum. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus espérer gagner une telle somme. Et cela a des conséquences sur toutes nos conditions de vie. Vous voulez un autre exemple? On peut rester célibataire jusqu'à 40 ans en Tunisie. Pourquoi? Moi-même, je suis célibataire alors que j'ai 34 ans. Et ce n'est pas par choix. J'aimerais bien me marier, mais j'en ai pas les moyens matériels. Le mariage, c'est des responsabilités, une femme et des enfants à nourrir. Et vu les conditions actuelles, c'est impossible. Chaque fois que nous voulons défendre une nouvelle revendication sociale, nos manifestations sont contrées par les salafistes. Je suis sûr qu'on les laisse faire délibérément. Ils font ce qu'ils veulent. Ils attaquent les foules, le peuple, tous ceux qui défendent la liberté, la dignité, et tous ceux qui essaient juste de vivre.
Les salafistes sont des intégristes violents qui militent pour l'islamisation totale de la société. Ils sont soutenus par l'Arabie saoudite. Leur stratégie consiste à récupérer le mécontentement social avec un slogan simpliste « L'islam est la solution ». Ils veulent éliminer les militants de la gauche laïque et font pression sur le parti au pouvoir, Ennahda. Devant la mosquée, ils organisent des quêtes pour leurs frères de Syrie pris dans la guerre. Ces fanatiques militent pour l'islamisation des révolutions arabes. Les salafistes de Sidi Bouzid appartiennent au mouvement des partisans de la charia, un groupe radical dirigé par Abu Iyad, qui a travaillé avec Ben Laden et Al-Qaïda. Ces intégristes ont imposé leur imam à la tête de la grande mosquée de la ville. Notre volonté est d'arriver à faire triompher la religion. Nous sommes de jeunes pratiquants, nous sommes très nombreux, et nous ne voulons pas de la démocratie qui n'est pas reconnue par l'islam. Cette démocratie délègue le pouvoir au peuple, et si le peuple veut désobéir à Allah, il le peut. Pour nous, il faut obéir à Allah, le Tout-Puissant, que ce soit lui qui régisse tout, les petites choses comme les grandes. À Tunis, le Premier ministre Hamadi Jebali peine à gouverner son pays pris entre deux feux. D'un côté, la pression intégriste salafiste, difficile à gérer pour ce partisan déclaré d'un islamisme dit modéré, et de l'autre, le défi de l'aggravation de la situation sociale, qui fait dire aux Tunisiens que rien n'a changé depuis la Révolution. C'est pas facile, il faut être réaliste. Ils savent très bien que ce sont des problèmes structurels, c'est pas conjoncturel. Ils oublient qu'on a vraiment hérité de tous ces problèmes et que ces problèmes maintenant se sont amplifiés maintenant par la révolution elle-même, c'est-à-dire on a libéré les voix, on a libéré les demandes, on a libéré les espoirs même. Et il y a un plafond maintenant placé, la barre est placée très haut. Sur le front des libertés publiques, pour rassurer notamment les partis de la gauche laïque de sa coalition gouvernementale, Hamadi Jebali a créé un ministère des droits de l'homme, une première en Tunisie. Il a confié le portefeuille à Samir Dilou, un membre d'Ennahda qui peine à convaincre de l'utilité de son cabinet. Le ministre des droits de l'homme va vite devoir faire ses preuves face à la multiplication des exactions extrémistes qui perturbent la vie politique tunisienne. Les salafistes attaquent toutes les formes d'expression des libertés individuelles. Ils s'opposent à l'islam populaire tunisien. Eux qui veulent soumettre la population à l'intégrisme considèrent les marabouts, ces tombeaux des saints de l'islam, comme de l'hérésie. Ces mausolées sont une cible de ces fanatiques qui ont dynamité de nombreux autres lieux de religion populaire à travers la Tunisie. L'alcool et la liberté des mœurs sont honnis par les salafistes. En septembre 2012, ils ont saccagé l'hôtel Orchani à Sidi Bouzid, inauguré en mars 1976, à l'époque où la Tunisie se réclamait de la laïcité. C'était le dernier lieu où l'on vendait de la bière légalement dans la bourgade où est née la Révolution. Ils sont venus casser le bar, casser toutes les bouteilles qu'il y a. Ils sont montés aux chambres, ils ont cassé les chambres, ils ont foncé les chambres carrément. Ils ont cassé toutes les salons du bar. Ils étaient aussi à la réception, ils ont tout cassé.
Depuis la Révolution, depuis la mort de Bouazizi, vous êtes-vous demandé combien de personnes ont fini ivres mortes? Combien de morts complètement saouls? Il y en a plein. Combien de personnes se sont-elles suicidées parce qu'elles étaient ivres? Il y en a beaucoup. Combien de buveurs ont mal agi avec leurs parents? Combien de personnes ont commis des délits, des crimes après avoir consommé de l'alcool? Et surtout, combien de femmes ont été enlevées et violées par des hommes ivres? Les artistes sont une autre cible des salafistes. En juin 2012, ils ont saccagé une exposition dans la banlieue de Tunis dont ils jugeaient les œuvres exposées offensantes pour l'islam. Parmi celles-ci, l'installation de la sculptrice Nadia Gelassi. 3 mannequins de femmes voilées, émergeant d'un monticule de pierre enveloppés dans des journaux contenant de la propagande islamiste. L'œuvre évoque les lapidations des femmes soupçonnées d'adultère en Afghanistan. Non seulement les fanatiques l'ont dénoncé comme une incitation à jeter des pierres aux femmes voilées, mais en plus, ils ont déposé plainte pour trouble à l'ordre public. Un jour, je reçois un coup de fil d'une dame qui se présente en tant que secrétaire du juge d'instruction, qui me demande si je voulais bien me présenter devant le juge. Et il me reçoit et il me dit « Madame, vous êtes accusée pour avoir exposé des images entraînant la perturbation de l'ordre public. » Donc, si l'instruction arrive jusqu'au procès, ça serait une première en Tunisie, une sorte de jurisprudence. Ça serait la première fois où un artiste irait en prison pour avoir exposé un travail. Et les frontières, c'est à moi de les définir, à personne d'autre, à aucun pouvoir, ni politique, ni religieux, ni aucun autre pouvoir. Et ça, c'est mon espace de liberté, ça, c'est mon être au monde. Personne ne peut me l'enlever. Personnellement, je me retrouve devant un malaise énorme. Pour moi, traduire un créateur en justice pour une œuvre d'art, c'est un affront à la Révolution et au principe de la Révolution. Le problème, c'est qu'on est en face d'une justice qu'on veut indépendante. Je me sens un peu avec les bras liés, mais je vais tout faire pour dépasser cet épisode avec les moindres dégâts, mais je crains que le mal est déjà fait. Et pour moi, une Tunisie qui se respecte doit respecter ses créateurs. Si Samir Dilou, le ministre des Droits de l'Homme, témoigne d'un malaise impuissant, d'autres au sein d'Ennahda souhaitent que la justice poursuive les atteintes au sacré. Rached Ranouchi, le chef du parti d'Ennahda, véritable homme fort de la Tunisie, décrié par les laïcs pour ses relations ambiguës avec les salafistes, condamne fermement toutes les libertés prises avec l'islam. Pour vivre dans une société pacifiquement, il faut que chacun d'entre nous respecte les croyances des autres. Vous avez la liberté de croire ou de ne pas croire en l'islam et au Coran, ou même d'y apporter une critique scientifique. Mais vous n'avez pas le droit de vous en moquer, comme par exemple en écrivant le nom d'Allah sur la semelle de vos chaussures, ou en imprimant des versets du Coran sur des sous-vêtements. Pourquoi faire des choses pareilles? Ce sont des actes diaboliques. Des actes diaboliques qui ne servent qu'à une chose, provoquer les musulmans. Les révolutionnaires qui ont chassé Ben Ali ne s'opposaient pas à la laïcité tunisienne. Ils dénonçaient simplement la dictature. Dans la Tunisie d'aujourd'hui, le parti islamiste au pouvoir et les salafistes attaquent le modèle laïque hérité de l'indépendance en 1956. Avant la Révolution, on ne voyait pas autant de femmes voilées dans les rues de Tunis. Le port du niqab est devenu une des principales revendications des islamistes. Une prise en otage des femmes pour mieux attaquer les idéaux de la Révolution encore vivaces dans ce pays. La Tunisie est divisée par deux conceptions de la société. Elle est menacée par la rupture.
Ces victoires des frères musulmans sont un triomphe pour le Qatar. L'émirat peut passer à la phase suivante de sa stratégie politique, devenir le leader de ce nouveau monde arabe islamique et sunnite. Pour ce petit pays, c'est une stratégie d'alliance ambitieuse pour assurer sa sécurité face à ses puissants voisins, saoudiens et iraniens. Pour servir ses intérêts diplomatiques, le Qatar organise en septembre 2012, dans l'hôtel Sheraton de Doha, 2 conférences pour tenter de convaincre les laïcs arabes de collaborer avec les frères musulmans à la constitution d'une grande nation islamique. Les vedettes en sont les principaux dirigeants des frères musulmans, des radicaux qui, il y a peu, tenaient la démocratie pour la pire des impiétés. Khaled Meshal, du Hamas palestinien, favorable à la destruction d'Israël. Rached Ranouchi, de Tunisie. Hassan El-Tourabi, du Soudan, ex-soutien d'Al-Qaïda. Ali Bayanouni, de Syrie. Tous réunis avec la même ambition, créer une grande nation arabe sunnite dominée par les frères musulmans. Une occasion unique pour le monde arabe de créer un grand ensemble politique, une ambition à laquelle Al Jazeera travaille depuis sa création. Wada Ramphar a dirigé la chaîne depuis la guerre d'Irak en 2005 jusqu'à septembre 2011. Je pense que nous allons enfin pouvoir établir des relations communes dans toute la région. Nous allons construire une société fidèle à notre culture, qui est vieille de 1300 ou 1400 ans. Nous allons enfin prendre en main notre propre évolution, dont le pivot sera régional. On ne suivra plus les modèles occidentaux ou bien soviétiques, ni aucun autre. Pour accomplir ce rêve de création d'une grande nation arabe sunnite, il manque au Qatar un dernier pays allié, la Syrie. La Syrie est le seul pays des printemps arabes qui n'a pas réussi à chasser son tyran. La révolution y dure depuis 2 ans et le dictateur Bachar el-Assad n'est toujours pas tombé. La révolte est devenue une guerre civile meurtrière qui a fait près de 80 000 morts. 1 million de Syriens ont fui leur pays. La guerre est totale. Elle a frappé partout, dans les campagnes comme dans toutes les grandes villes. Le souk d'Alep, le plus ancien du monde, a été détruit. La vieille ville est restée des mois prise sous les tirs des snipers de Bachar el-Assad. Le principal atout militaire du régime est la puissance de son armée de l'air. Ses avions de chasse bombardent à l'aveugle les zones de combat comme les habitations. Les pilotes d'hélicoptères larguent des barils remplis de TNT et de ferraille, les baramiles. Imprécis, mais très dévastateur, ils soufflent les immeubles et tuent les habitants. Une arme de terreur. Je dormais quand à l'aube, un avion a largué un baril de TNT sur notre maison, la maison de mes beaux-parents, et l'a détruite. Mon frère y a perdu la vie, ainsi que sa femme et ma belle-mère. Mon second frère et moi, nous avons été blessés. Le village de Kafar Zeta a été bombardé avec plusieurs barils de TNT et 15 personnes y ont perdu la vie en une seule matinée.
Les Assad gouvernent depuis 1970 par la force. Bachar el-Assad a succédé à son père en juillet 2000. Il a hérité d'un pouvoir assis sur la puissance d'un parti unique, d'un service de renseignement à ses ordres et d'une communauté soudée, les Alaouites, une secte chiite. À la différence de Mouammar Kadhafi qui combattait seul les révolutionnaires, Bachar el-Assad a de grands alliés, les Russes et les Chinois, engagés dans un rapport de force avec l'Occident, et les chiites iraniens. Téhéran aide le régime depuis le début de la révolte en Syrie, un soutien sans faille, diplomatique et militaire. Nous remercions en premier la Russie, la Chine et l'Iran, et tous les autres pays qui nous soutiennent face aux tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures syriennes. Le peuple syrien les assure de son admiration et de sa fidélité et de sa reconnaissance. Les alliés de Bachar al-Assad ont bloqué le vote de résolution de l'ONU qui aurait pu autoriser une intervention de l'OTAN comme en Libye. La faiblesse du soutien occidental à l'insurrection s'explique aussi par la proximité d'Israël, du Liban et la peur de voir un État islamiste succéder à Bachar el-Assad. L'armée syrienne libre, créée pour résister à la répression sanglante du régime, s'est renforcée. Des milliers de soldats et d'officiers de l'armée régulière de Bachar el-Assad ont déserté et rejoint ses rangs. Chaque déserteur officialise sa défection en postant une vidéo sur YouTube. Elle permet de dater, carte d'identité à l'appui, le jour de son incorporation dans l'armée syrienne libre. Je suis le colonel de l'armée de l'air Qassem Mohamed Saad Eddin, né à Rastan, près de Homs. Et voici ma carte d'identité. Le colonel Qassem, comme la majorité des officiers qui a rejoint l'armée syrienne libre, a une vision laïque et démocratique de son pays. Il est aujourd'hui le responsable militaire de la ville de Homs. Le monde entier observe passivement les destructions et les tueries. Les calculs diplomatiques et les règlements de compte entre les États se font au détriment du peuple syrien. Tout ça, c'est à cause de l'importance stratégique de la Syrie dans la région. Et c'est pour cette raison que la victoire tarde à venir. Si personne ne vient nous soutenir, la situation va empirer, non seulement en Syrie, mais aussi dans tout le Proche-Orient. L'Occident sera incapable de contrôler cette région qui sombrera dans l'extrémisme. L'attentisme des Occidentaux a laissé la main libre au Qatar. Avec l'Arabie saoudite, il finance des groupes extrémistes, des combattants islamistes qui affrontent les milices de Bachar el-Assad au nom du djihad. Ces groupes djihadistes syriens sont aujourd'hui les plus riches et les mieux armés, et ils jouent un rôle déterminant dans les opérations militaires. Eux aussi diffusent des vidéos sur Internet, les films de leurs attentats, pour impressionner leurs bailleurs de fonds du Golfe et pour attirer des combattants du monde entier. Après l'Afghanistan et l'Irak, la Syrie est devenue à son tour une terre du djihad.
Dans les mosquées salafistes des pays alentours, les imams recrutent déjà des combattants pour la nouvelle guerre sainte, comme ici au Liban. La sauvagerie du régime syrien contre le peuple, dans l'indifférence du monde, a conduit les Syriens à croire au djihad et à se battre. Les hommes, les vieux, les femmes et les enfants ont pris les armes. Il y a un an, les Syriens étaient un peuple mort. Il a suffi d'une année pour en faire un peuple djihadiste. Avec l'aide des renforts djihadistes, des régions se libèrent une à une en Syrie et au fil des villages reconquis, les combattants de la guerre sainte sont acclamés en libérateurs par la population. En Syrie, le régime finira sûrement par tomber, mais à quel prix? Entre la dictature et le salafisme, la voie reste étroite pour la démocratie dans le monde arabe. Les populations qui ont chassé leurs dictateurs vont-elles se satisfaire des gouvernements islamistes qu'elles ont élus? En Égypte et en Tunisie, des manifestants sont à nouveau descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. L'histoire des révolutions arabes n'est pas jouée. Le désir de justice sociale des populations toujours touchées par le chômage et la pauvreté reste fort. La confiscation des idéaux révolutionnaires qui avaient fait des printemps arabes un moment d'espoir pour le monde entier sera-t-elle sans retour?